Imaginez que vous venez de survivre à la fin du monde. Votre patrie est écrasée sous les chenilles des panzers. Votre gouvernement a capitulé. Le désespoir vous ronge l'âme. Et alors que vous cherchez refuge auprès de votre plus proche allié, de votre frère d'armes avec qui vous partagiez le sang et la boue hier encore, celui-ci pointe ses canons lourds directement sur votre poitrine. Bienvenue dans ma bibliothèque, mes amis. Asseyez-vous, levez vos verres, car l'histoire que je dois vous raconter aujourd'hui a le goût salé des larmes et de la trahison. C'est l'un des chapitres les plus sombres, les plus douloureux et paradoxalement les plus cachés de notre Seconde Guerre mondiale. Et nous n'allons pas parler des atrocités allemandes. Non, aujourd'hui nous allons parler du jour où l'Angleterre de Winston Churchill a délibérément et froidement assassiné près de 1300 marins français qui ne demandaient qu'à défendre notre drapeau. Nous sommes au début du mois de juillet 1940. La France vient de subir la défaite la plus rapide et la plus humiliante de son histoire millénaire. L'armistice a été signé avec Hitler. L'armée de terre est prisonnière ou en déroute. Mais il reste à la France un joyau, une force intacte, redoutable et invaincue, la Marine nationale. Notre flotte, que l'on appelle affectueusement la Royale, est alors l'une des plus puissantes, des plus modernes et des plus prestigieuses du monde entier. Nos magnifiques cuirassés, comme le Dunkerque, le Strasbourg, la Bretagne ou la Provence, sont de véritables forteresses d'acier flottantes, commandées par des officiers fiers et servies par des équipages d'élite. Une grande partie de cette armada de rêve est ancrée loin de la métropole occupée, de l'autre côté de la Méditerranée, dans la chaleur écrasante de la base navale de Mers el-Kébir, en Algérie française. Sous les ordres de l'amiral Marcel Jean Soult, ces marins rongent leurs freins, ils n'ont pas été vaincus sur les mers, et ils refusent l'idée même de livrer un seul boulon de leur navire à l'Allemagne nazie. Les accords d'armistice le stipulent d'ailleurs clairement, la flotte française sera désarmée sous contrôle français, mais jamais elle ne passera aux mains de l'Axe. C'est une question d'honneur viscéral pour la Royale. L'amiral Darlan lui-même a donné l'ordre formel et secret de saborder les navires, plutôt que de les laisser capturer, quoi qu'il arrive. Mais à Londres, au 10 Downing Street, l'atmosphère est étouffante, chargée de paranoïa et de terreur face à l'invasion allemande, qui semble imminente. Winston Churchill, le nouveau Premier ministre britannique, ce vieux bulldog accroché à la survie de son île, ne croit absolument pas aux promesses de l'armistice français, ni à la parole d'honneur de nos amiraux. Pour lui, le risque que Hitler s'empare par la ruse de ces monstres d'acier pour envahir l'Angleterre est un cauchemar insupportable, un risque stratégique qu'il refuse de courir, quel qu'en soit le prix humain ou moral. Churchill prend alors l'une des décisions les plus controversées, les plus cyniques et les plus impitoyables du XXe siècle. Une décision qui, selon la légende, le fera pleurer de désespoir en la signant. L'opération Catapulte. Le plan est d'une brutalité inouïe. Neutraliser la flotte française par tous les moyens, y compris la force meurtrière. Le 3 juillet 1940, à l'aube, les vigies françaises de Mers el-Kébir n'en croient pas leurs yeux en scrutant l'horizon brumeux, car une escadre britannique gigantesque, la redoutable force H, commandée par l'amiral Somerville, bloque purement et simplement la sortie de la rade. Somerville est pourtant un vieil ami des marins français, un frère d'armes d'hier, et on raconte que son cœur était lourd, déchiré par la mission ignoble qu'on venait de lui confier. Un émissaire britannique, le capitaine Holland, ancien attaché naval à Paris et francophile convaincu, s'approche de la ligne des navires français pour apporter un ultimatum inouï,
un véritable coup de poignard dans le dos de la part de nos anciens alliés. Le message de Churchill est clair et sans le moindre appel. Soit la flotte française rejoint immédiatement les forces britanniques pour continuer le combat, soit elle navigue sous escorte vers des ports britanniques ou américains pour y être désarmée, soit elle se saborde sur place. Si aucune de ces conditions n'est acceptée dans les heures qui suivent, les navires de Sa Majesté ont l'ordre formel d'utiliser la force pour couler la flotte française là où elle se trouve. Imaginez la stupeur, l'indignation et la rage noire de l'amiral Gensoul lorsqu'il prend connaissance de ce document, car c'est une humiliation inacceptable pour un officier supérieur de son rang. Obéir sous la menace directe des canons britanniques, c'est bafouer l'honneur absolu de la marine et risquer que Hitler, en représailles de cette trahison, ne déchire l'armistice et n'occupe brutalement le reste de la France libre. Les heures qui suivent sont une agonie diplomatique suffocante, un compte à rebours macabre sous le soleil cuisant de l'Algérie, où les malentendus tragiques, les problèmes de communication avec le gouvernement français et l'orgueil inflexible des hommes vont sceller le destin de centaines de jeunes innocents. La tragédie est en marche, inexorable, froide comme l'acier, et plus personne ne peut l'arrêter. Le soleil de juillet brûle déjà la mer Méditerranée, mes amis, et l'air est lourd, presque irrespirable, chargé de l'électricité statique d'un drame imminent que personne ne veut vraiment croire possible. Imaginez l'amiral Gensoul, le visage fermé, enfermé dans son bureau étouffant à bord du navire amiral Dunkerque, relisant l'ultimatum britannique avec un mélange d'incrédulité et de fureur froide. Pour lui, comme pour tous les officiers de la Royale, obéir sous la menace des canons britanniques, c'est signer l'arrêt de mort de l'honneur de la flotte. C'est une reddition sans combat à un allié qui se comporte soudainement comme un geôlier impitoyable. Il refuse de céder, espérant jusqu'à la dernière minute un contre-ordre miraculeux de son gouvernement ou un éclair de lucidité de la part de l'amiral Somerville, qui commande la flotte britannique au large. Mais les heures s'égrènent, implacables, et les communications brouillées ou retardées avec l'amirauté française compliquent tragiquement la situation, enfermant les deux camps dans une logique de confrontation sourde et absurde. L'ultimatum expire en fin d'après-midi, et Churchill, depuis Londres, inflexible, convaincu que la survie même de l'Angleterre est en jeu, ordonne à Somerville de passer à l'action militaire décisive. À 17h54 précisément, l'ordre glaçant tombe sur les ponts des navires de Sa Majesté, et le silence lourd de l'attente est soudain déchiré par un rugissement infernal, un tonnerre d'acier qui va résonner longtemps dans la mémoire de notre nation. Les immenses canons de 381 mm du cuirassé HMS Hood et de ses compagnons britanniques crachent le feu de l'enfer, projetant des obus d'une tonne, chacun directement sur la rade de Mers el-Kébir. Une rade où la flotte française est ancrée, serrée, immobilisée, presque incapable de manœuvrer. C'est un carnage absolu, un tir au pigeon d'une brutalité mécanique et sans pitié. Les premiers obus tombent avec une précision diabolique sur nos navires prestigieux, déclenchant des explosions assourdissantes, des gerbes d'eau gigantesques et des colonnes de fumée noire qui obscurcissent instantanément le ciel d'Afrique du Nord. Les marins français, ces jeunes hommes qui, quelques heures auparavant, partageaient peut-être une bière imaginaire avec leurs homologues britanniques, sont pris au piège dans une souricière d'acier enflammé. Le magnifique croiseur de bataille Dunkerque, fleuron de la marine, est touché de plein fouet, ravagé par les flammes. Ses canons hors d'usage, il doit s'échouer misérablement pour ne pas sombrer totalement.
Mais le sort le plus atroce, la tragédie absolue de cette journée maudite, frappe le vieux cuirassé Bretagne. On raconte que l'enfer lui-même s'est ouvert sous ses quilles lorsqu'un obus britannique a transpercé son blindage pour aller exploser directement dans la soute à munitions arrière. L'explosion est titanesque, cataclysmique, déchirant le navire de près de 20 000 tonnes, comme s'il s'agissait d'un jouet de papier. Une boule de feu colossale s'élève dans les airs, et en moins de 10 minutes effroyables, le cuirassé Bretagne chavire et coule, emportant avec lui dans les profondeurs de la rade près de 1000 marins français, piégés dans les entrailles d'acier brûlant, incapables de fuir ou de respirer. C'est une vision d'horreur pure, des centaines de jeunes hommes hurlant dans les flammes, sautant à l'eau recouverte de mazout enflammé, tandis que les navires frères tentent désespérément de riposter ou de s'enfuir sous le déluge d'acier britannique. Le cuirassé Provence, gravement avarié, doit lui aussi s'échouer en flammes pour éviter le naufrage complet, son pont jonché de blessés et de morts. Seul le croiseur de bataille Strasbourg, dans un exploit de manœuvre inouï, presque miraculeux sous ce feu roulant, parvient à couper ses amarres, à slalomer entre les épaves enflammées, à forcer le blocus britannique avec une audace folle et à s'échapper vers la haute mer, poursuivi par les avions ennemis, pour finalement rejoindre le port de Toulon quelques jours plus tard. En un quart d'heure de bombardement intense, l'une des flottes les plus puissantes du monde a été décimée par ceux-là même qui étaient censés la protéger de la barbarie nazie. Le bilan humain est effroyable, glaçant. 1297 marins français ont trouvé la mort, assassinés, pulvérisés ou noyés dans la rade de Mers el-Kébir. Près de 350 autres sont grièvement blessés, mutilés, brûlés vifs, et pour couronner le tout, ce massacre inutile n'a même pas atteint son objectif stratégique, car les navires français, bien qu'avariés, n'étaient de toute façon pas en état de reprendre la mer pour l'Allemagne de sitôt. Le sang de nos marins a coulé non pas pour défendre la patrie contre l'envahisseur, mais sur l'autel de la suspicion, de la peur panique de Churchill et de l'orgueil tragique de nos amiraux. Cette journée du 3 juillet 1940 a laissé une cicatrice purulente dans l'âme de la marine française, une haine féroce et tenace envers l'Angleterre que la propagande allemande de Goebbels et le gouvernement de Vichy vont s'empresser d'exploiter avec un cynisme écœurant. L'opération Catapulte a semé les graines d'une méfiance durable, d'une anglophobie qui perdurera des décennies dans certains milieux militaires remontaires français, une fracture douloureuse qui ne s'effacera jamais vraiment des mémoires de ceux qui ont vu l'eau de Mers el-Kébir se teinter du sang de la Royale. Quand la fumée noire s'est enfin dissipée sur les eaux poisseuses de Mers el-Kébir, le silence qui a suivi était plus assourdissant que le tonnerre des canons britanniques. Mes amis, imaginez ces flots recouverts de mazout enflammé, parsemés de débris fumants et de corps sans vie, près de 1300 fils de France sacrifiés sur l'autel de la paranoïa d'un allié. La nouvelle de ce carnage a frappé la métropole comme un second coup de grâce, une trahison absolue qui a fait basculer l'âme d'une nation déjà à genoux. À Vichy, le maréchal Pétain et l'amiral Darlan fulminent de rage, rompant immédiatement les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Et on raconte même que certains au sein du nouveau gouvernement collaborationniste ont sérieusement envisagé de déclarer la guerre à l'Angleterre en représailles. Mais vous savez qui a vraiment sablé le champagne ce jour-là? C'est Joseph Goebbels, le maître de la propagande nazie à Berlin. Pour Hitler, l'opération Catapulte est un cadeau inespéré tombé du ciel,
une aubaine providentielle qui lui permet de diviser ses ennemis avec une efficacité diabolique. Du jour au lendemain, les murs de Paris et des villes de province se couvrent d'affiches de propagande montrant un marin français noyé avec le slogan glaçant « N'oubliez pas Oran », attisant une anglophobie viscérale qui sommeillait depuis Jeanne d'Arc et Waterloo. Ce massacre a offert au régime de Vichy sa meilleure justification pour la collaboration, poussant des milliers de Français amers à tourner le dos à la résistance naissante. Imaginez la douleur indicible du général de Gaulle, isolé à Londres, apprenant que ses hôtes britanniques venaient de massacrer ses propres compatriotes, un acte qui a presque tué dans l'œuf le ralliement à la France libre. Car quel marin accepterait de rejoindre les assassins de ses frères d'armes? Churchill lui-même écrira plus tard dans ses mémoires que ce fut la décision la plus odieuse et la plus contre nature qu'il eût jamais à prendre, justifiant ce bain de sang par la nécessité impérieuse de montrer au monde, et surtout aux États-Unis, que l'Angleterre ne reculerait devant rien, absolument rien, pour vaincre le nazisme, même s'il fallait pour cela assassiner ses amis. Mais l'histoire, dans sa cruauté ironique, a donné raison à l'honneur des marins français. Car savez-vous ce qui s'est passé 2 ans plus tard, en novembre 1942, lorsque les chars allemands ont finalement envahi la zone libre et ont tenté de s'emparer par la force du reste de notre flotte ancrée à Toulon? Nos marins, fidèles à leur serment, ont ouvert les vannes, allumé les mèches et sabordé eux-mêmes leur magnifique navire, envoyant par le fond 77 bâtiments de guerre, plutôt que de les laisser aux mains des nazis. Ils ont prouvé au monde entier, et surtout à l'Angleterre, qu'ils n'auraient jamais, au grand jamais, livré la royale à Hitler. Les morts de Mers el-Kébir ont donc été fauchés pour une hypothèse, pour un doute tragique, pour une peur qui s'est avérée infondée. Aujourd'hui, en refermant ce livre lourd de chagrin dans ma bibliothèque, je vous regarde dans les yeux et je vous pose la question qui hante encore les couloirs de notre école navale. La fin justifie-t-elle vraiment tous les moyens? Winston Churchill était-il un monstre froid et cynique qui a poignardé la France dans le dos au moment où elle saignait le plus? Ou était-il le seul leader assez lucide et impitoyable pour sauver le monde libre de la barbarie nazie, quitte à sacrifier l'honneur et la vie de ses alliés? C'est un dilemme moral insoutenable, une plaie ouverte dans notre mémoire nationale que le temps n'a jamais totalement guéri. La prochaine fois que vous croiserez un marin, pensez à ces hommes piégés dans l'acier brûlant du Bretagne. Pensez à leurs sacrifices oubliés, balayés sous le tapis de l'histoire officielle par gêne diplomatique. Je vous laisse seul juge de cette tragédie, mes amis, et je vous invite à débattre, avec passion mais avec respect, dans les commentaires ci-dessous, car c'est en confrontant nos mémoires que nous empêcherons l'oubli de tuer ces marins une seconde fois. Merci d'avoir écouté le vieux conteur que je suis. Gardez l'esprit critique et à très bientôt pour fouiller ensemble les autres zones d'ombre de notre grand récit national.